Messieurs et dames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. À la ligne de l'actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part ce jeudi 4 décembre 2025 à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin à la guerre à l'est du pays, à répondre aux attentes des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nirangongo et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Suivez ces reportages. Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda. L'heure est à la phase finale, celle de l'entérinement de cet accord, très attendu pour la paix durable dans l'est de la RDC, par les chefs d'État des deux pays à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À l'invitation de son homologue américain Donald Trump, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de mercredi 3 décembre à Washington, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La communauté congolaise des États-Unis d'Amérique a bravé les heures tardives et le froid pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le programme officiel prévoit une rencontre tripartite des présidents Donald Trump, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre. La cérémonie se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou de hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda et des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, Washington s'est impliqué dans la recherche de voies et moyens de restauration de la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, extrêmement riche en minerais critiques. À Washington, le président de la République est venu apposer sa signature sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique sur l'accord qui vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'est de la République démocratique du Congo et à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Et quelques heures après, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président rwandais Paul Kagame est arrivé à Washington où ils vont signer ce 4 décembre l'accord de paix pour remettre en fait je m'excuse, à la guerre meurtrière qui cadre depuis plus de 30 ans. Suivez ces reportages. Cette cérémonie, et quelques heures, je m'excuse, et quelques heures après, bien sûr, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président rwandais, Paul Kagame, est arrivé à Washington où ils vont signer ce 4 décembre l'accord de paix pour mettre en fin à la guerre meurtrière qui dure depuis plus de 30 ans. Les deux chefs d'État sont attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique.
Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. De réactions au fils de partout au sujet de la rencontre annoncée entre les présidents de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents rwandais Paul Kagame pour la signature de l'accord de paix ce 4 décembre 2025 sous la médiation du président américain Donald Trump. Depuis Béni au Nord Kivu, notre reporter Joël Kamabou a recueilli les réactions des politiques. Suivez. La rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame est fixée pour le 4 décembre à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour l'entérinement proche de l'accord de paix RDC-Rwanda, c'est la restauration d'une paix durable dans la partie est du pays, théâtre des conflits armés causés par l'agression rwandaise, sous couvert d'I-20 depuis plusieurs années. L'acteur politique Maître Achille Kapanga pense que cet accord de paix, négocié sous la médiation américaine, doit respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo et dans le cadre de la sécurité régionale. L'ancien maire de Béni, notable Nord Kivu, tire l'attention du président américain Donald Trump de prendre toutes les dispositions nécessaires pour aboutir à la résolution de cette crise sécuritaire. Les Congolais Achille Kapanga déplore la mauvaise politique des certains politiciens se trouvant à Goma qui ont choisi d'être à côté des ennemis. Il appelle la population congolaise d'accompagner ce processus jusqu'à aboutir à une paix durable longtemps recherchée. Kagame n'est pas quand même le roi de ce monde. Tous les politiciens qui sont à Goma et ailleurs là-bas, donc c'est de devenir des marionnettes de Kagame. Être manipulé par un président étranger, ça vous rabat, vous affaiblit. Ça prouve même que vous n'êtes pas des hommes politiques qui ne valaient la peine. Parce que si vous étiez des hommes politiques forts, vous n'allez pas accepter d'être des marionnettes de quelqu'un. Si Trump vient d'éviter les deux présidents aux États-Unis, Trump a déjà pris la décision de dire qu'on doit mettre fin à la guerre. C'est l'occasion pour les politiciens congolais d'accompagner cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche de Tshisekedi, c'est une démarche de toute la RDC. À quoi bon de signer ces accords pendant que la population meurt chaque jour, s'interroge Moses Mouberi d'effacer les droits humains dans les territoires des Rutshuru. Selon lui, les politiciens congolais doivent accompagner la mise en œuvre de cet accord en vue d'épargner la population des intérêts mesquins qui ne servent à rien. Le peuple congolais, le président américain Donald Trump doit tout mettre en œuvre pour la concrétisation de cet accord en vue de transformer ces conflits armés à une opportunité entre les deux États à remuer la confiance afin de bâtir un climat de paix. On demanderait aussi au président Donald Trump de faire un suivi sans délai pour la concrétisation de cet accord sur le terrain, comme celui, le chevalier de la recherche de la paix dans la région de Grand Lac, située entre la RDC et le Rwanda, et s'assurer que les deux présidents protagonistes respectent scrupuleusement ces accords en vue de transformer ces conflits en une opportunité pour ces deux pays à renouer la confiance et bâtir un avenir meilleur pour les populations respectives. Pour Nick Junior, activiste et militant du mouvement Citoyenneté pour Changement, Louja Sissou de Béni parle d'une désolation des signes des accords dans un contexte très critique marqué par des tensions dans la région. Selon lui, les accords récemment signés à Doha au Qatar sont toujours violés par les deux parties. Sur terrain, Nick Junior plaide pour la clarté afin de comprendre le contenu de cet accord avant sa signature. L'issue de cet accord, je reste sceptique parce que je n'attends rien, parce qu'on a vu des accords depuis le début de cette guerre. Malheureusement, il n'y a pas eu d'avancée sur le terrain. Je ne crois pas vraiment que les accords soient réellement une solution à cette crise actuelle. Mais je suis en train de croire que la proposition qui serait beaucoup plus meilleure, c'était que le gouvernement congolais devait voir les faiblesses et ses forces et travailler sur les faiblesses pour les améliorer afin de traduire ça à des forces. Et lorsque nous serons en position de force, nous pouvons nous battre et nous pouvons
contenir et finir cette guerre. Mais tant que nous continuerons à dialoguer dans cette position de force, je ne crois pas que les accords soient réellement une solution pour la paix en République démocratique. Il faut vous dire que les chefs d'État congolais et rwandais doivent entériner le 4 décembre prochain l'accord de paix qui avait été signé le 27 juin dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères sous la médiation des États-Unis. Ce grand rendez-vous diplomatique est annoncé alors que les tensions persistent entre la RDC et le Rwanda. Le 4 décembre, les yeux des Congolais seront fixés vers Washington pour attendre une fumée blanche si la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays suite à la guerre d'agression rwandaise et le supplétif d'M23. Beniville, Joël Kamabou, CCT. Le vice-premier ministre, ministre du Transport, voie à des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé la cérémonie des signatures du contrat des concessions portant sur la construction et l'exploitation du port sec de Kasumbalesa entre l'OGFREM et l'entreprise sud-africaine Yellowthorn Consortium. Ces contrats s'inscrivent dans l'orientation stratégique, bien sûr, du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise à renforcer les infrastructures logistiques comme levier d'émergence. Autre détail avec Maxime Macabou. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, a présidé la cérémonie de signature du contrat de concession portant sur la construction, l'exploitation et les transferts du port sec de Kasumbalesa entre l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM et l'entreprise privée sud-africaine Yellowstone Consortium. Cet investissement est évalué à près de 60 millions de dollars américains. Comme vecteur d'émergence. En raison de sa position géostratégique, la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle de plateforme régionale, de transit au profit des zones économiques et des pays de l'Interland. L'implantation du port sec de Kasumbalesa constitue un élément structurant de cette ambition. Kasumbalesa est un carrefour majeur, reliant l'ensemble des corridors desservant l'Afrique australe, situé sur la route nationale numéro 1 et intégré au corridor national Banana-Kasumbalesa. Le port sec de Kasumbalesa devient un maillon essentiel de l'ossature logistique du pays. Il se trouve également sur le tracé de la transafricaine TH3 reliant le Caire à Cape Town. Le projet est conçu comme un prolongement commercial et logistique de 7 ports maritimes internationaux. Notons que la construction du port sec de Kasumbalesa va fluidifier les opérations et générer un avantage économique cumulé estimé à 1 milliard de dollars, auxquels s'ajoutent les gains liés à l'amélioration de la sécurité routière, évalués à 123 millions de dollars, a fait savoir le VPM Jean-Pierre Bemba. Le port sec de Kasumbalesa comprendra 3 types d'entrepôts: hors douane extensible, sous douane extensible, hors douane avec zone de quarantaine et stock de sécurité extensible. À cela s'ajoutent de vastes parkings d'une capacité de 2000 poids lourds, un dépôt d'hydrocarbures, une caserne des sapeurs-pompiers et 3 dortoirs pouvant accueillir plus de 1000 employés. Cette réserve foncière en bordure de la route nationale numéro 1 est prévue pour une station en service et commerce. Grâce au corridor de Banana et à la mise en service du port sec de Kasumbalesa, la RDC bénéficiera d'au moins 2000 emplois directs et 5000 emplois indirects, d'une réduction significative de coûts logistiques ainsi que des renforcements de la compétitivité nationale. Célébration ce 3 décembre de la Journée internationale de personnes en situation de handicap, une journée dédiée à la promotion de la compréhension du défi lié aux handicaps, bien sûr, et soutenir et le soutien du bien-être, les droits de la dignité des personnes handicapées. Suivez. L'univers tout entier célèbre le 3 décembre de chaque année la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette journée célébrée depuis 1992 à l'initiative de l'ONU encourage à la fois l'élimination des obstacles physiques et invisibles et la création d'une société
plus inclusif pour tous, avec comme objectif principal sensibiliser le public aux gestions des handicaps et encourager une participation pleine et entière des personnes handicapées dans la vie politique, sociale, économique et culturelle. Cette journée rappelle que l'élimination des barrières est bénéfique pour l'ensemble de la société car elle favorise le progrès et le développement pour tous. Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social. Tel est le thème de cette année 2025. Toutes les régions, les personnes handicapées et leurs familles sont confrontées à des défis et à des obstacles dans la réalisation des objectifs de développement social. S'appuyant sur de nombreuses décennies de travail des Nations Unies dans le domaine du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées. La mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement internationaux tels que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, la charte de l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire, le nouveau programme pour les villes, le programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement ont tous pour objectif ultime la transformation de la société vers une société durable et résiliente pour tous. Au nombre d'1 milliard, les personnes en situation de handicap forment un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchés par la crise actuelle en termes de décès. Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, Patrick Mundo Kiwanga, aveugle de son état, a saisi ces moments pour inviter l'autorité publique à assurer leur prise en charge, d'autant plus qu'ils sont abandonnés à leur triste essor. La plupart d'entre eux sont devenus du mondial pour nouer les débuts du mois. Ils demandent en outre le financement des structures spécialisées qui les encadrent, enfin de les accompagner en leur apprenant des petits métiers pour être utiles à la société. Il a été interrogé par Nassi Ilega. C'est une journée en principe de sensibilisation et d'interpellation, surtout concernant les pays tiers-mondistes sous-développés comme les nôtres, où la personne en situation de handicap est encore très mal connue, pour ne pas dire méconnue. Nous sommes victimes de beaucoup de préjugés sociaux. Ce sont ces préjugés-là qui nous rendent la vie très difficile et qui font qu'on a du mal à s'insérer ou à s'intégrer harmonieusement dans nos sociétés respectives. Concernant spécifiquement notre pays, comme dans tous les pays en voie de développement, les personnes en situation de handicap connaissent beaucoup de difficultés. Les difficultés sont multidimensionnelles, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, dans toute la sphère sociétale de notre société, notre existence est parsemée d'embûches et de beaucoup de difficultés. À titre exemplatif, dans notre pays, 94% des personnes en situation de handicap sont sous-scolarisées. Et puis même, y compris sur le plan professionnel, l'intégration est très faible des personnes en situation de handicap. Connaissons l'amélioration des conditions d'existence, l'amélioration du bien-être des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap n'ont pas été créées par Dieu pour quémander dans la rue. Non, je demanderai aux décideurs qu'ils fassent de leur mieux afin qu'ils améliorent les conditions des personnes vivant avec handicap, en nous assurant une prise en charge adéquate. L'État nous assure une prise en charge solide et nous sommes de même capables de contribuer efficacement au développement de notre pays. Et à l'État d'accorder des moyens conséquents à ces structures. Les structures existent.
sauf qu'elles sont très faibles, très marginales à cause d'un manque criant de moyens. Et puis, c'est constant dans plusieurs artères de la capitale, la non-évacuation des déchets curés du caniveau constituant une source d'insalubrité dans certaines rues de la capitale. Les entreprises qui procèdent au curage du caniveau n'évacuent pas tout de suite les ordures. Regardez. Les déchets sortis des caniveaux traînent sur la voie publique, rendant la chaussée très sale. Entraînant là, ces ordures rétrécissent la chaussée et provoquent des embouteillages. Au moindre coup de vent ou du passage des piétons et véhicules, et surtout à la tombée des pluies, les déchets retournent dans les mêmes caniveaux où ils ont été curés. Bon, biloko toko le bageza première fois. À chaque fois basal la ramène bako basil sarangote tika la rabo. Boyeza ko bebisa ville. Hein? Oh eza boulevard numéro 1 ya donc ya capitale na biso. Là c'est bakonzi balekaka, autorité balekaka wa mais komona boye. Et ko créer biso ba petit peuple ba malade na nzela vraiment. Au moins na bako sala bien, mais pour basil sa te bako tika ngo boye. Na minute ezo zonga lisusu ma ezo créer embouteillage soto pusani muke na simawa à partir ya potopoto ba biloko basali chango esenga fo batila biso ba poubelle presque ba venir nyonso na bakuwa na ngona boulevard futa ba poubelle po okokombola esiko tsa saleté te tango kangisa opelisa moto erreur naso ba kamela to eleka okotsama kemisi ba panze mupepe panzango susu mais so poubelle ali tango komboli oyeko tsana poubelle tozala mito longoli ba saleté de tango à côté ba ba bouleke to tikango a to tikango a te na poko abona tonti ba ti ba la moka ba kuta dia musala isala be dia ba sable longwe ba saleté longwe to tikango boete na prince. L'autre côté, tu as déjà et ça, le vraiment, tous les saletés, les autres à terrasser, les gars Pascal. Les entreprises chargées d'entretenir la voirie dans la ville de Kinshasa sont appelées à prendre en compte ces préoccupations des riverains des rivières et caniveaux curés procédant de la sorte, permettant un meilleur assainissement de la capitale. Parlons sport dans ce journal. Sachez que les Daring Clémotima Pimbi, l'association sportive Vita Club, les football clubs Renaissance du Congo et l'Olympique Club Renaissance faisant tous les clics faisant partie du groupe B de la Ligue nationale de football ont été sanctionnés à jouer les restes de leur match à huis clos suite aux incidents dont les 10 clubs sont responsables. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de ce journal. Nous avons un grand merci à Georges Ali Bengue qui a été derrière la caméra, mais aussi à Mehdi Boulonkete qui a été à la régie d'antenne. Quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien.